Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. L'affaire, bien sûr, fait la une des quotidiens, en tout cas depuis mercredi dernier. Une rocambolesque affaire d'immatriculation frauduleuse au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres depuis le Conseil des ministres de ce mercredi qui donc a évoqué l'affaire, a donné les résultats ou le rapport de l'audit. Plusieurs cadres dont l'ancien directeur général de l'agence sont donc écoutés par la brigade économique et financière. Une autre affaire de malversation, de détournement ou encore de corruption. On ne dira pas pour le moment d'impunité. En tout cas, c'est une rocambolesque affaire de corruption. Et on se pose alors la question de savoir que devient la lutte contre la corruption lancée depuis quand même le premier mandat de Patrice Athanase Guillaume Talon, la rigueur, la fermeté du chef de l'État. Et bien sûr, sur ces chantiers qui veut quand même une administration exemplaire en la matière. Il y a eu entre-temps l'instauration de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui déjà a essayé donc de faire la lumière sur plusieurs affaires. On se rappelle encore de l'affaire ICC, traitée, jugée par cette cour. Nous allons parler de cela de long en large sur cette émission. Le second sujet sera relatif à la gestion du maire Angelo Awandjinou. On partira des propos tenus par donc ses conseillers du bloc républicain qui ont fait vote abstention lors donc du collectif budgétaire. Ils étaient face à la presse mardi dernier pour dénoncer la gestion du maire. Ils ont insisté surtout sur la gestion du foncier au niveau donc de la commune. Nous allons écouter donc ces conseils également au cours de cette émission. Merci de rester donc avec nous. Le forum de la rédaction qui démarre, si le temps nous permet, on pourra dire un mot sur l'assassinat du président haïtien. C'était dans la nuit du mardi à mercredi dernier. Jovenel Moïse qui donc a été froidement assassiné à son domicile. On va donc présenter les différents confrères avec nous aujourd'hui. Hippolyte Dosouanou, et puis Anne-Marie Agua. Hippolyte, bonsoir. Bonsoir connaisseurs, bonsoir à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de DEN TV et de Diaspora FM. Voilà, Marie Agua, bonsoir. Bonsoir connaisseurs, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora FM, aux téléspectateurs de DEN TV. Alors, c'est parti pour le débat. Retour sur ce plateau. L'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres, est-il devenu le nouveau siège de la corruption? Arnaud Moriagua, Hippolyte Dosouanou, 2646 véhicules frauduleusement immatriculés. On parle beaucoup d'autres choses, des primes fantaisistes. On parle même de primes ou de dotations en boissons allant jusqu'à 34 millions de francs CFA. Alors, un nouveau dossier qui surprend quand même Hippolyte Dosouanou. Oui, bien évidemment, un nouveau dossier qui surprend plus d'un parce que depuis l'arrivée en 2016 à la tête de notre pays, Patrice Talon a amorcé une lutte farouche contre la corruption et l'impunité. Et ça étonne plus d'un que ça soit sous son régime qu'on constate que la corruption est véritablement assise dans certaines structures étatiques et tout cela se passe aux yeux et aux su de tout le monde. Et au fait, l'audit dont le dernier Conseil des ministres a fait cas le mercredi dernier révèle quand même des choses qui dépassent l'entendement. Plus de 13 milliards de francs CFA dilapidés comme ça, et qui devait être un manque à gagner pour l'État. Je pense que ce n'est pas... 13 milliards. 13 milliards, 13 milliards, c'est trop. C'est trop. Et je pense que l'audit dont le porte-parole du gouvernement a mentionné au cours du compte rendu du Conseil des ministres a abordé beaucoup de choses. Le rapport, d'après ce qu'il a dit, révèle également l'adoption irrégulière d'une convention collective accordant des avantages exorbitants au profit des agents. Ça voudrait dire que les agents perçoivent des primes, des sous qu'ils ne méritent pas. Ils ont parlé, des primes de responsabilité et indemnité compensatrices de logement, alors que d'autres rubriques de la Convention les prévoient déjà. Donc c'est qu'ils perçoivent doublement leur dû. Et ils ont parlé également du paiement chaque année d'une gratification correspondant à
un mois de salaire, consacrant ainsi une pratique de paiement de 13 mois en violation des règles appliquées dans l'administration publique. Vous voyez, au lieu de 12 mois de salaire, les agents de l'ANAT, mais certains agents de l'ANAT perçoivent 13 mois de salaire. Même si cela revêt d'une certaine habitude qu'on observe dans certaines structures privées où certains patrons d'entreprise estiment qu'ils paient les salaires dérisoires pour leur personnel, mais qu'à la fin de l'année, il faut quand même doubler le dernier mois pour leur permettre de faire allègrement dans la joie. Mais cela n'est pas inscrit, n'est pas admis du moins dans l'administration publique. On a parlé du paiement d'indemnités pour des travaux spéciaux, estimés à 4,8 millions. Oui, nous allons même suivre le point du Conseil des ministres avec tout ce qui s'est passé sous la gestion du DG Agbeva, je pense que ce n'est pas du tout une bonne chose. Et cela, s'il s'avérait que la justice rétablissait sa culpabilité, on doit les sévir avec la dernière rigueur. On doit les sanctionner avec la dernière rigueur. Parce que ce n'est pas une bonne chose que quand vous avez la chance d'occuper une certaine fonction au niveau de l'appareil étatique, que vous allez avoir des zèle sur tous les plans et dilapider les fautes telles que vous les désirez comme si c'est votre propre bien personnel. Ce n'est pas bien. Anomori Agua. Connaît Haïtien, l'être est à l'épreuve du temps, l'être et le temps. Heidegger, je pense quand même que cette pratique ne date pas de l'ère du président Talon. Puisque lorsqu'on fait un tour et on consulte un peu les séries de voitures qui ont été publiées, il y a des séries jusqu'à des séries AD. Les séries AD, c'est des séries qui datent d'avant 2008. Donc, on comprend bien qu'il y a des véhicules qui ont été achetés même pendant ces années-là, dans le système. C'est un système qui a été formaté, qui a pris corps il y a plusieurs années. Et il y a des gardiens du temple, gardiens de la corruption qui étaient là et donc qui protégeaient donc le système et qui protégeaient les intérêts. Et donc ceux-là, ils ont la méthode. Et donc pour pouvoir donc faire les immatriculations aux véhicules qui n'ont pas été dédouanés. Et quand vous voyez dans cette liste, il y a des séries AD, il y a des séries BA, des voitures qui ont été déjà utilisées et dont les propriétaires ne sont plus propriétaires aujourd'hui, ils les ont déjà vendus peut-être, et ils ont changé peut-être leur 3e, 4e véhicule. Et aujourd'hui, on constate que ces véhicules-là n'ont pas été dédouanés. C'est tout simplement malheureux qu'on ait haïtien, mais on peut comprendre que la vérité est comme les crottes de liène. Plus ça vieillit, plus ça se blanchit. Aujourd'hui, la vérité est à la surface et tout le monde comprend comment le pays, certains cadres de l'administration, comment ils s'enrichissent et comment ils gèrent le pays. Est-ce qu'on peut leur faire confiance dans ces conditions? Oui, ainsi. Alors, rapidement, on va faire un tour à la régie. C'est le moment peut-être de faire un clin d'œil. Il y a M. Sihuou à la réalisation avec Jean-Baptiste Boko à l'image et puis toute l'équipe de son aussi sous la coordination de Didier Guédou. On va faire un tour maintenant et retrouver l'extrait du secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Ndombedji, qui donc a fait le point de ce Conseil des ministres. Plusieurs sujets ont été évoqués. Il a parlé justement également de cette affaire. Des mesures normatives. La dissolution du fonds routier et de la compagnie béninoise de navigation maritime Cobenam SA. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique mobile à la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA. Nomination de membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Nomination de membres et du président du conseil d'administration de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berne. Au point des communications, nous avons en un la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre partielle dans le cadre de l'aménagement de 12 000 hectares de sites hydro-agricoles. Au point 4, sous le chapitre des communications, le point d'étape de la mission d'intérim,
à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. Le rapport soumis au Conseil renseigne que la mission du directeur général intérimaire se déroule comme prévu. Par ailleurs, un audit réalisé sur la période de 2016 à 2020 a fait ressortir de graves irrégularités. Les défaillances relevées portent aussi bien sur l'organisation générale de l'agence, caractérisée par un cadre réglementaire inadéquat, l'insuffisance du personnel technique, la pléthore d'agents d'exécution, la prépondérance des traitements manuels de données, ainsi que le défaut de protection de celles-ci ou de l'intégrité du système informatique. Un tel contexte a favorisé, au cours de la période sous revue, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de francs CFA s'agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de francs CFA au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. Les dites présomptions sont notamment relatives à des cas de véhicules non dédouanés qui ont été immatriculés, soit 2646 véhicules au total, représentant un préjudice financier d'environ 7,9 milliards de francs CFA, ainsi que des dossiers d'immatriculation dont les quittances de paiement n'ont pu être fournies. Y figurent aussi des cas d'usage non élucidés d'intrants d'immatriculation acquis par l'agence au cours de la même période. Le rapport révèle également l'adoption irrégulière d'une convention collective accordant des avantages exorbitants au profit des agents. À titre illustratif, il s'agit d'une prime bimestrielle octroyée à l'ensemble du personnel et qui, à l'analyse, est un complément de salaire déguisé, d'indemnités et primes dites de fonction administrative et politique allouées au directeur général et à son adjoint, comprenant entre autres des primes de responsabilité et indemnités compensatrices de logement, alors même que d'autres rubriques de la Convention les prévoient déjà. Prenant acte des conclusions de ce rapport, le Conseil a décidé de relever de leurs fonctions messieurs Thomas Agbeva, ancien directeur général de l'ANAT et actuellement conseiller technique du ministre des Infrastructures et des Transports, Félix Jonas Koukoui, directeur des titres de transport, Malik Bayan, directeur administratif, Dominique C.P. Boko, agent comptable, et Charles J.M. Zoglobosu, précédemment personne responsable des marchés publics. Des poursuites judiciaires appropriées seront également engagées à leur encontre. Le Conseil a, en outre, ordonné la transmission au ministre de la Justice et de la Législation, ainsi qu'au directeur général des douanes, aux fins de poursuite. Voilà donc des précisions du secrétaire général adjoint du gouvernement, des chiffres quand même c'est étonnant, c'est révoltant à la fois, c'est surprenant également que cela se passe au Bénin, des milliards volatilisés. Alors, on a même parlé de dotation en boisson, 34 millions de dotation en boisson sur la période Hippolyte Dossoua. Ça fait rire, bien que c'est une affaire qui est à la limite vraiment malheureuse. Mais j'avoue que la NAT est devenue plus qu'une buvette. Il faut l'avouer. Si les agents de la NAT arrivent à consommer des boissons jusqu'à hauteur de 34 millions de francs CFA, alors que dans le pays, on voit comment la plupart des citoyens vivent, il y a de quoi à s'interroger sur le degré de patriotisme de ces cadres qui ont eu la chance de gérer la NAT durant 2016 pour jusqu'à nos jours, avant qu'ils ne soient relevés le vendredi dernier de leurs fonctions. Est-ce qu'il fallait établir aussi la liste de ceux qui ont bu ces boissons aussi? Bon, on ne saurait les établir parce qu'ils ont aussi leurs amis qui viennent, ils organisent des fêtes. Donc des trucs comme ça, des copines, tout. Donc ils ont des réfrigérateurs, mais des congélateurs dans leur bureau, mais ils mettent les boissons là au frais. Quand les gens viennent, les usagers viennent, ils vont les servir. Ça devient un lieu de réception. Donc, c'est devenu un lieu de réception. C'est quoi? Qu'ils ont transformé la NAT en une grande buvette. Et ce n'est pas bon. Alors. Et cela pose beaucoup de questions. La première question que moi je m'en vais poser, c'est de vous dire que est-ce à dire qu'avant qu'un cadre ne soit nommé à un certain poste de responsabilité, ce qu'on appelle les enquêtes de moralité ne se font plus aujourd'hui, ou bien le système qui
comment dire, qui est habilité, façonné, à mener ces enquêtes de moralité pour présenter le rapport au chef de l'État avant que ces cas-là ne soient promus. Si ce système-là est défaillant, si ce système l'est, il va falloir que le chef de l'État essaie de faire un clin d'œil à ce niveau pour revoir quand même les gens, pour changer un peu l'opinion, pour que le système-là soit quand même un système fiable. Parce que le chef de l'État, ce n'est pas un dieu, même si sur le tropique, on dit à pas Dieu, le Mao Guadoto qui est en haut là-bas sur terre, c'est le président de la République, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas un omnipotent comme le Dieu, le grand Dieu même. Donc c'est pour vous dire quand même, il n'a qu'à revoir ce service-là pour savoir qui désormais nommer. Et cela est aussi valable pour les ministres qui sont membres du gouvernement et les cadres qui sont au plus haut niveau de l'appareil étatique. La deuxième question qu'on m'avait posée, mais comment se fait-il que la NAT, qui a une direction une agence sous tutelle du ministère des Transports, qui dispose quand même des cadres, c'est-à-dire on a l'inspection générale du ministère. Tous les ministères ont des inspecteurs, ont des directions de l'inspection générale. Mais que font concrètement ces directions d'inspection générale, ces structures-là qui sont sous tutelle, qui sont habilitées à auditer, à inspecter, et pour que... Autrement, quelle a été leur complicité? Peut-être la justice pourra faire pendant ces années durant, que les gens puissent quand même s'amuser avec l'argent de l'État mis à leur disposition. 13,6 milliards. Donc ça, aujourd'hui, nous craignons, et Thomas Bevoye consort, nous sommes d'accord. Mais au niveau du ministère aussi, on doit quand même crier parce qu'ils ont un droit de suprématie sur cette agence qui est sous sa tutelle. Donc ça voudra dire qu'on pourrait même dire qu'il y a une complicité entre les cadres du ministère et les responsables de l'ANAT qui ont eu à gérer cette structure-là pendant de 2016 jusqu'à 2020. Donc, le chef de l'État, tel qu'il a amorcé, comment dire, il a amorcé cette lutte-là, ce combat contre ceux qui ont bouffé l'argent de l'État, qu'il le fasse également au niveau du ministère pour situer correctement l'opinion publique, pour situer davantage la responsabilité, mais la part de responsabilité de chaque acteur du système de transport dans notre pays. Alors, Anou Moriagua, c'est d'autant plus révoltant que quand on voyait ces populations, les pauvres populations qui, malgré la crise économique et financière, vont chercher les sous pour aller payer les opérations d'immatriculation. On a commencé avec 4 000, après c'est monté, c'est allé jusqu'à 11 000. Et puis, difficilement, les populations payaient. Il y avait la répression entre-temps et la police arrêtait, il faut aller faire l'opération et tout. Mais pendant ce temps, au niveau même de l'agence même, voilà donc le désordre qui s'était installé. Aujourd'hui, Anou Moriagua, face donc à cette affaire, et surtout les luttes ou le combat du chef de l'État contre la corruption, on se demande alors, est-ce que les cadres ne sont finalement pas dans la rigueur du chef de l'État, mais montrent au chef de l'État qu'on le suit? Je voudrais, avant toute chose, apporter une nuance. Si nous savons que le directeur de l'ANAT mis en cause en ce moment, avec son adjoint, ont été nommés à la tête donc, de cette agence-là, il faut donc croire que c'est un système, c'est une nébuleuse qui était en place avant qu'eux, ils ne viennent. Mais en tant que des agents nommés, et vu la façon dont le chef de l'État prône la lutte contre la corruption, une fois qu'ils sont nommés et qu'ils ont remarqué qu'il y a donc mal donne et qu'il y a donc un trou, une mine de corruption, ils devraient donc vite dénoncer cela. Au contraire, c'est à eux de venir démanteler donc ce réseau-là. Mais non, ce ne fut pas le cas. Ils se sont laissés emporter donc par les avantages faramineux dont ils pouvaient bénéficier, entre parenthèses, billets et autres. Et donc, ils se sont laissés aller et donc, ils se sont laissés embourber dans ce réseau de corruption qui date de plusieurs années. Et finalement, ça les a rattrapés aujourd'hui. Pas de pitié pour le paysan qui va aller vendre du maïs avant de payer l'immatriculation. Et il faudrait quand même que nous puissions revenir un peu sur comment
on en est arrivé donc à dévoiler cette affaire-là. Si vous le savez bien, les personnes qui achètent des voitures, des véhicules et qui doivent passer donc à l'ANAT pour donc immatriculer leur véhicule, on leur réclame 2000 francs pour fixer leur plaque. Juste pour fixer la plaque, les gens réclament 2000 francs à l'ANAT. Donc, de fil à aiguille, les citoyens donc, qui ont été victimes de ce rançonnement, ce que vous appelez faux frais, donc ont commencé par en parler sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que le président de la République a été au parfum de l'affaire et donc a été curieux de savoir mais ce qui se passe à l'ANAT. Et donc, c'est dans la recherche de cette vérité-là que tout a été découvert désormais et que l'audit là a été donc opéré et finalement on a donc tout est revenu à la surface et on a donc compris ce qui se passe aujourd'hui à l'ANAT. Mais pour ce que je sais et pour les informations que j'ai eues, il y a un journal qu'on a haïssé et qui avait déjà donc commencé par sonner l'alerte depuis 2019, le 22 janvier 2019, et c'est bien l'Éco-Info qui avait donc tiré la sonnette d'alarme sur la gestion des cartes grises, l'immatriculation des motos et les permis de conduire, et puis tout ce qui concerne donc cette gestion à l'ANAT. Mais malheureusement, le journal n'a pas été écouté puisque de l'autre côté, l'école blanc, ceux qui étaient très forts, qui étaient au pouvoir, donc ont su donc éjecter de l'argent et des gens de la même presse donc ont contre-attaqué pour les blanchir, pour montrer que ce journal-là était en train donc de faire du faux et voulait donc était en train de salir leur image. Et finalement, de 2019 à aujourd'hui, et ça s'est révélé vrai et donc la situation maintenant est connue de tous et effectivement, il y a donc fraude, il y a mal-donne à l'ANAT et les victimes, pas les victimes, les concernés doivent rendre nécessairement gauche. Alors, dans cette affaire, on a vu quand même un DG battre campagne récemment. On sait qu'il y a même la proximité, avec, au niveau de la mouvance présidentielle, les positions de certains de ces cadres impliqués. Le chef d'État n'a pas hésité quand même à commencer à nettoyer dans son camp depuis déjà un moment. C'est ce qu'il faut saluer. C'est lieu quand même de reconnaître l'effort que fournit le chef de l'État dans cette affaire-là, parce qu'il a dit au cours de son investiture pour ce second quinquennat qu'il va continuer encore sa lutte contre la corruption et l'impunité. Et cette affaire de l'ANAT qui est en train de défrayer la chronique est une preuve palpable et tangible que Patrice Talon est en train de mener une lutte de façon impartiale. On ne pourra pas crier aujourd'hui encore que Patrice Talon est en train de faire quoi? Qu'il n'y a que les opposants qu'on amène au niveau de la criette, que la lutte est sélective, non? C'est une lutte sélective ou ciblée, tel n'est plus le cas aujourd'hui. On connaît beaucoup de personnes, si on dit comparaison n'est pas raison, mais le cas de Patrice Oussou-Guédé, qui peut imaginer un jour que c'était Patrice Oussou-Guédé pourrait se retrouver derrière les barreaux parce qu'il aurait commis des actes qui sont contraires aux normes, mais qui ne respectent pas la loi. Qui pourrait imaginer qu'un certain, des soutiens du chef de l'État peut se retrouver en prison. On a connu sur ce terrain l'ancien député Daouri qui a fait la prison sous Patrice Talon. Maintenant, aujourd'hui, avec Thomas Agbeva et consorts, qui sont quand même des membres influents de l'un des blocs qui soutiennent quand même le chef de l'État, ça prouve à suffisance que Patrice Talon est en train de faire une lutte, de façon impartiale, sans parti pris. Donc c'est le lieu quand même de le saluer et de l'encourager à continuer dans le même sens. Alors, on va mettre de fil en aiguille. Ça risque d'éclabousser beaucoup parce que... Oui, ça risque d'éclabousser beaucoup puisque tout à l'heure ces personnes-là qui ont été donc interpellées, il paraît qu'ils sont en train de parler ouya à la criette, à la bœuf, et donc ils sont en train de citer les gens seulement, donc
de fil à aiguille, donc on aura quand même la vérité. Il y aura beaucoup de gens qui seront cités dans cette affaire-là. Corneille Haïssé, il faut aussi dire quand même que le chef de l'État a décidé de lutter contre la corruption et il a mis les pas devant, il a montré le chemin à suivre déjà en mettant en place la criette. La criette donc, qui a été mise en place et donc qui depuis quelque temps joue son rôle. Et vous le voyez donc récemment avec une affaire de corruption au port autonome de Cotonou, où c'est des gens qui ont été des soutiens de première heure du président Patrice Talon qui sont aujourd'hui en prison. Voilà. Tout à fait. Et vous avez vu également dans la commune d'Abomey-Calavi cette affaire de plusieurs hectares foncières, malversation foncière, donc qui a amené, qui vous savez, en prison devant la criette aujourd'hui. Vous savez, c'est l'ancien avec le Babab, le tout-puissant, dans le temps, Georges Bada. Je ne voudrais pas le citer. Et donc, ça c'est connu de tout le monde. Avec également donc, cette affaire de l'ANAT donc, qui refait et récemment aussi, cette découverte de 145 kg de cocaïne aussi. Tout à fait. On n'hésite quand même pas. Ces personnes-là, Corneille Haïssé, il faut dire que continuaient de fonctionner comme fonctionnaient les anciens systèmes. Vous avez vu, on a connu un président qui a marché contre la corruption en plein soleil. Et on a pensé que véritablement ce sera un nouveau départ face à la corruption. Finalement, rien n'y fit. Et aujourd'hui, le chef de l'État donc a décidé de lutter contre la corruption et il est en train de le faire de la façon la plus rigoureuse. Et si vous faites partie de son camp, ce n'est pas parce que vous usez de ruse et vous le soutenez et vous allez vous le soutenez au cours de la campagne électorale. Justement pour et vous avez chanté son nom. Les cadavres qui sont dans vos placards, non. Vous chantez son même si nom, vous chantez, même vous si le supportez, l'adorez. et vous l'avez soutenu, vous l'avez même porté dans vos bras pour venir le déposer au pouvoir. Ce n'est pas pour ça que si vous êtes corrompu, on ne va pas donc vous poursuivre. Vous n'êtes pas intouchable. Vous n'êtes pas intouchable. Il n'y a plus d'intouchable. Il n'y a plus d'intouchable dans le pays. Quel que soit le soutien que vous êtes pour le chef de l'État, si vous tombez donc dans les méandres, je vais dire, de la corruption, on sera obligé de vous taper dessus et c'est à saluer. Mais il faut inviter le chef de l'État ou la justice à aller plus loin parce qu'il y a d'autres dossiers. Il y a beaucoup d'autres dossiers sur lesquels les Béninois attendent quand même voir donc le chef de l'État. Le musée de la corruption à l'entrée de Porte-Novo. L'affaire de Maria Guetta et tout, il y a beaucoup d'autres dossiers. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale qui est là. Il y a l'affaire Simsad. Je ne vous arrête pas. Si on doit révéler tous ces dossiers-là, il ne restera plus personne pour gouverner notre pays. Il ne restera plus personne pour gouverner notre pays. Là, on fait de l'impunité. Non, parce on va arrêter certains qu'il y aura trop de gens qui seront impliqués. Il y en a beaucoup, justement. Par rapport à ce que la chance d'occuper des postes de responsabilité au plus haut niveau de l'État. On a beaucoup de cadres qui ont des compétences mais qui sont à la maison. Oui, mais si quelqu'un tombe sur le coup de la loi, qu'on lui applique rigoureusement la loi, nous voudrons quand même que il est bien vrai, les affaires qu'on vient de citer, c'est des choses qui étaient passées sous le régime défunt. Mais si le chef d'État doit mener quand même une lutte farouche comme ceux qui ont mal géré sous son mandat, qu'il le fasse également pour ceux qui avaient géré avant qu'ils ne soient là. Là, ça sera une justice faite de façon équitable. Et ça, c'est à soi et c'est à quoi que nous le convions. Il y a eu des affaires tranchées, en tout temps par la justice, c'est des gens mais reprises qui constituent la criette qui en a apporté. La plupart se réfugient aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui disent qu'ils sont des soutiens. Bon, on sait que l'Assemblée nationale est totalement acquise à la cause du chef de l'État. Mais beaucoup de députés sont impliqués dans ces affaires qu'on a citées. On ne va pas mentir, on ne va pas l'heureux. Tout le peuple sait ce qui se passe. Il ne faut pas sauter les humilités pour que ces gens puissent quand même aujourd'hui. Donc nous sommes d'accord, on applaudit des pieds et des mains ce qui se fait actuellement par rapport à le courage du chef de l'État surtout. De la natte, c'est du courage. Ça là, c'est un courage vraiment, au-delà du courage, mais qu'il est téméraire. Ça, il faut le dire. Et comme il sait surprendre, il sait anticiper aussi. Il a bien fait. Souvenez-vous, quand le ministre commun avait démis de ses fonctions,
le DG Agbeva, pour le nommer après conseil technique des transports auprès du ministère. Mais il y avait un show médiatique qui disait, mais pourquoi on va enlever Agbeva? Parce que Agbeva, c'est quelqu'un qui communiquait beaucoup. C'est le lieu quand même de Dieu chez l'État que les gens qui gèrent les agences sur les directions étatiques, qui mettent la communication devant, il n'a qu'à envoyer des outils là. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais on met de la communication là pour tout camoufler. Pour tout camoufler. Il y a une société d'État qui a été tanguinée il y a de cela un mois passé. Je ne vais pas le citer ici. Donc, nous encourageons le chef d'État à continuer encore comme ça et à aller ressusciter des dossiers dont les milliards sont injectés, mais sans donner quand même concrètement rien au peuple béninois. Et pour finir maintenant avec ce dossier Anno Mori Agua Hippolyte, Mori a semblé évoquer, je crois que je l'ai évoqué sur d'autres plateaux aussi, mais finalement Patrice Talon a promis la rupture. On l'a senti dans certaines pratiques, surtout au plan politique, il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. Mais est-ce que les hommes changent? Est-ce que les cadres béninois, est-ce qu'ils changent vraiment? Parce qu'on parle de lutte contre la corruption, mais voilà encore une autre affaire de 13,6 milliards. Ça surprend parce que vu tout ce qui a été fait au cours donc, du premier mandat pour réduire le phénomène, on ne s'attendait peut-être pas encore à cette rocambolesque affaire. Et peut-être qu'il y en a encore d'autres que le gouvernement d'ici à là va révéler. Alors, est-ce que les cadres béninois, est-ce que c'est un manque de patriotisme? Qu'est-ce qui conduit nos cadres? Est-ce que c'est la misère ou la pauvreté ambiante? C'est le sous-développement? Qu'est-ce qui nous conduit à cela? Il faut dire déjà que les cadres béninois sont sous-payés. Ce que ces cadres-là gagnent ne suffit pas véritablement pour qu'ils subviennent à tous leurs besoins. Et aujourd'hui, on voit bien la cherté de la vie, ce que ça donne aujourd'hui. Ces cadres-là ont besoin donc qu'on revoie un peu leur situation, qu'on revoie un peu ce qu'ils gagnent à la fin du mois pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'ils doivent donc s'embourber dans des affaires de corruption, qu'ils doivent avoir des réseaux dans ces agences, dans ces ministères-là, pour donc piller les deniers publics. Et comme vous le savez, le président Patrice Talon est venu au pouvoir en 2016. Il y a des gens qui étaient déjà en service dans ces agences, dans ces ministères, qui ont déjà fait 15 ans, 20 ans de service avant qu'ils n'arrivent au pouvoir. Donc, il y a déjà des systèmes qui ont été mis en place, des systèmes, des nids de corruption qui existaient, qui sont entretenus du sommet jusqu'au dernier, de régime en régime. Et donc, ces personnes-là sont en place avant son arrivée. Et donc, ces systèmes-là sont durs d'oreille. Et donc, ça fait qu'il faut déboulonner donc, ces systèmes-là. Et il faut déraciner et décourager ceux-là qui portent ces systèmes et qui continuent d'entretenir ces nids de corruption. Et donc, ce sont des humains, ce sont des agents qui sont là. Et donc, c'est les agents qui sont là, qui sont corrompus, qui ne sont pas propres et donc qui ne veulent pas laisser donc, de côté le système de corruption en place dans certaines de ces agences-là, malgré la mise en place de la criette, de beaucoup d'autres institutions qui ont été mises en place quand même pour que ces personnes-là craignent véritablement ce qui a été mis en place. Je pense quand même que nous pouvons à tout ça ajouter le manque de patriotisme. Parce que si vous manquez de patriotisme, à coup sûr, vous êtes donc dans ces réseaux de corruption, vous êtes prêt à piller les deniers publics comme vous le voulez. Oui, connaisseur, je vais rebondir rapidement à l'aspect qu'avait évoqué Mori Agua. Il a parlé tout à l'heure pour dire que les cadres sont sous-payés. Je ne partage pas du tout cette opinion avec lui. Aujourd'hui, les cadres qui sont promus à des niveaux de responsabilité, le chef de l'État... Je parle des agents de la fonction publique. Je parle des agents de la fonction publique. Mais quoi qu'on dit, même les cadres qui sont promus à quelques niveaux donnés deviennent des agents. Il sait l'État. Donc, ils sont tous des agents publics. Je mets même les cadres là, eux tous, quand vous êtes peut-être du secteur privé, et quand vous nommez DG d'une société d'État,
ce n'est pas le cadre, le DG qui vient mettre en place le système de corruption. Non, le système Ce sont là, les agents même qui sont à la base, qui mettent on va essayer pour lui de finir. Maurice Lagua, quand un DG vient, mais la responsabilité de sa structure lui incombe. Il a l'impérieux devoir, au nom du patriotisme, au nom de la compétence avérée qu'on a trouvée en lui, pour le nommer, quand même de faire asseoir un système fiable, un système de contrôle. Certains DG viennent voir le système en place, mais le système de corruption en place. Si on prend le cas de Thomas Agbeva, c'est parce que nous sommes d'accord que c'est un système qui existait avant un système de corruption qui existait au niveau de la NAT avant que Agbeva n'arrive. C'est parce que ce système-là le profite et que lui-même il a des brins de corruption en son sein là, qu'il a dû hériter honorablement de cela et ça l'a conduit là où il est aujourd'hui. Si un cadre est nommé à un niveau donné, vous êtes nommé DG d'une société, arrivé là, vous devez déboulonner ce qui ne va pas, déraciner les mots qui minent votre structure et faire asseoir votre système et gérer correctement de façon convenable et qu'après votre départ on puisse vous applaudir. Mais ce parti talent, ce n'est pas Thomas Agbeva qui a été démis de cette fonction. Non, on a connu les DG qui ont été démis mais qui ont quitté. Mais vous avez suivi le conseil des ministres qui parle de primes de complément de salaire déguisé. Si le salaire suffisait, il n'y aurait pas eu complément de salaire déguisé. Hippolyte, laissez-moi aller au bout de l'explication. Rapidement, oui, par rapport à ça, oui. Au fait, le plan qui se pose là, c'est la corruption elle-même qui est corrompue. Que ceux qui soient promus, que nous autres qui ne le sommes pas, et ceux qui, même jusqu'au pauvre citoyen là, c'est toute la corruption elle-même qui est corrompue. Et quelqu'un l'avait dit. Je n'ai pas compris. La corruption corrompue. Je dis, la société même, elle est corrompue. Voilà, la société entière, elle est corrompue. Regardez dans une commune, quand on nomme quelqu'un DG, du coup, il devient quoi? Le bailleur de fonds de tout le monde. Mais Patrice l'a dénoncé à Bomé. Rappelez-vous, c'est pourquoi Bomé. On ne va pas faire de boucan, c'est le DG qui rentre, c'est le grand frère, c'est le tonton qui rentre. Écoutez-moi, le chef d'État était clair déjà. La tradition de solidarité africaine. On n'est plus à l'époque où le tonton est arrivé. Écoutez. On rend visite à tonton au bureau et puis on retourne avec des liasses de billets. C'est fini ça. Écoutez-moi, nous sommes en Afrique et la solidarité nous impose certaines choses. Mais au nom de la solidarité, nous avons détourné les sous de l'État. Mais c'est ça, regardez, toi tu as de plomb, tu viens voir le DG, il t'aide. Mais mourir là de plomb, demain il ne le fait pas, mais mourir devient du coup son ennemi. Vous comprenez? Mais cela n'excuse pas, ça n'autorise pas le DG à aller détruire les sous. C'est un problème d'éducation au niveau de la société elle-même. On doit désormais nous sensibiliser pour que chaque citoyen sache que quand on nomme une personne à un poste de responsabilité, il ne devient pas ce qui ne nous appartient pas. Un bail de fonds parce que même il a juste un salaire il ne devient pas une vache à lait et quelques avantages qui sont liés à sa fonction. Voilà. On ne doit plus qu'on se contente de cela. Qui se contente de cela et que les gens ne cherchent plus à braquer leurs yeux sur ce dernier et à lui imposer des trucs. Parrainage par ici à l'église, parrainage par là, mariage, des trucs. Donc ça incite les gens. Ça asphyxie le DG qui finalement va commencer à penser à la caisse de l'État. Il essaie de bouger un peu la ligne. En bougeant la ligne, on finira par se retrouver à la criette. À la criette là-bas, là, on ne revient plus à la maison. Alors, merci Hippolyte. Donc la racine est à la source. La société elle-même est corrompue. Et il faut aller au-delà. Alors, on va passer au second sujet. Donc, on parle de mauvaise gestion, malversation et détournement à la NAT. Mais on parle également de mauvaise gestion aussi à la mairie de Calavi. En tout cas, pour l'instant, selon les conseillers du bloc républicain et qui ont fait vote abstention lors donc, du collectif budgétaire. Et ils étaient face à la presse mardi dernier. On va suivre rapidement un extrait de leur déclaration. Un rapport d'activité retrace tout ce que le maire a fait pendant une période d'arrêt. Comprenez avec nous que nous ne sommes pas au conseil communal pour bloquer le maire dans son élan de développement. Nous sommes là pour l'accompagner et pour l'aider à bien gérer les deniers publics. Dans le rapport d'activité, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec l'orthodoxie financière. La preuve est qu'il y a une activité dans ce rapport qui dit que tous les chantiers de construction de modules de classe et de hangars dans les marchés ont été réceptionnés à 100%. Cela veut dire que les travaux sont finis et que les prestataires ont été payés.
Mais malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Parce que même des CA, je vous dis, et comprenez que ces CA sont UP. Même des CA ont fustigé cette phrase dans le rapport d'activité en disant que sur le terrain, les travaux sont abandonnés et inachevés et qu'ils n'ont pas connaissance de l'achèvement de ces travaux-là. Donc, si déjà des CAUP disent cela, nous, conseillers de la minorité, nous n'avons pas intérêt, nous avons porté des observations, nous avons demandé au maire d'aller sur le terrain et de voir si réellement ce que les CA ont dit était justifié. Les mêmes personnes en session qui voient la vérité, au lieu de dire à leur frère, le maire pour dire voilà, parce que chacun veut se faire de l'argent pour aller faire faro. En dehors de tout ce que nous parlons, on parle de quoi? Vous-même, vous avez eu à faire les enterrements dans les cimetières de Ouidah, de Cotonou. Vous n'avez jamais vu un privé s'occuper des cimetières de PK14 ou de Sommet? Vous n'avez jamais appris ça? Mais voilà quelque chose qui a été érigé par les fonds de la mairie. Cimetière, c'est construit par les fonds de la mairie. Ailleurs, vous avez le régisseur, vous allez au PK jusqu'à aujourd'hui. Les gens travaillent là jusqu'à ils ont vieilli. Les vieux là, ils sont encore là au PK 14. Les agents, c'est les agents envoyés qui sont à la mairie de Cotonou. Les agents qu'on a recrutés, qui vont souvent à la retraite même, qui confectionnent des fausses. Vous allez, vous payez à la caisse, vous amenez le numéro et on vous montre votre fausse pour faire ce que vous devez faire. Ici, à Calavi, on crée, malgré le nombre d'agents que nous avons, qui se promènent mais qui ne font rien, on crée, on va fabriquer un truc de contrat. À qui encore? Alors, voilà donc quelques conseillers d'Abomey Calavi ont écouté Brice Adonon et autres aussi. Et ils ont donc dénoncé cette mauvaise gestion, ce qu'ils sont en train de reprocher au maire Awandjinou, problème de foncier, gestion de cimetières. Ils ont parlé également donc des modules de classe, des marchés, la construction qui serait finie, alors que sur le terrain, il y a des chantiers toujours ouverts. Je commence par qui là, Mori? D'accord, Mori Anouagwa. Moi, quand même, j'aurais plus de choses à dire si on a l'occasion d'écouter le maire de la commune d'Abomey Calavi. Là, c'est une partie qui s'est prononcée sur la situation. On parle de gestion et donc ils ont donné des exemples. Et sur la base des exemples qu'ils ont donnés, c'est à croire qu'on peut leur donner raison. Mais il va falloir écouter la version du maire de la commune d'Abomey Calavi sur ces questions-là pour véritablement faire l'analyse, se prononcer et donc s'étendre donc sur tout ce qu'on lui reproche. Mais déjà, s'il n'y a pas mal donne, ces conseillers BR ne peuvent pas donc se réunir et donc déplorer certaines gestions à certains niveaux donnés. C'est qu'il y a quand même un problème. Et je pense qu'en matière de gestion, étant donné que le maire est entouré de plusieurs conseillers, si déjà à une session budgétaire, il y a des remarques qui sont faites, ces remarques-là doivent être prises en compte. On ne devrait pas faire on va faire sourde oreille et faire comme si rien n'y était, donc parce qu'on a voté et ça passe, continuer normalement comme s'il n'y a aucun problème. Je pense qu'aujourd'hui, tous, autant qu'ils sont les conseillers, ils sont dans une dynamique de construire le pays, de faire avancer les choses. Vous avez écouté un conseiller dire qu'on ne va pas continuer pas assister au fait qu'après la gestion d'une commune par un maire, que le maire se retrouve en prison. Donc, autrement, il est en train de dire que ils veulent du bien
du maire de la commune. L'accompagner dans sa gestion. Ils veulent l'accompagner. Et si quelque chose ne va pas, donc eux, ils doivent relever ce qui ne va pas. Et je pense quand même qu'il faut forcément une ouverture d'esprit, une prise de hauteur par le maire, et donc pour pouvoir donc prendre à bon cœur les choses qui lui sont reprochées pour améliorer la gestion. Ils ont décidé certainement donc d'amener l'affaire devant la place publique, c'est qu'à l'interne, ça peut-être ça ne va pas. Hippolyte. Oui, effectivement, si jusqu'au point où les conseillers BR de la commune d'Abomey-Calavi sont sortis pour tenir une conférence de presse, cela voudra dire qu'à l'interne que ça ne va pas, que peut-être le maire ne les écoute pas parce qu'ils sont de la minorité, ce qui n'est pas du tout bien. Quand nous prenons aujourd'hui la commune d'Abomey-Calavi, c'est la ville d'octroi du Bénin. Donc, si aujourd'hui, il faut revoir un peu les termes de la décentralisation, on peut même conférer une ville à statut particulier à la mairie d'Abomey-Calavi, mais à la commune d'Abomey-Calavi. Donc, le maire Angelo Arwandinou, qui est un jeune, qui a eu la chance d'être élu à la tête de cette commune, doit prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'il doit faire. Si, après 1 an de gestion, les conseillers BR qui constituent la minorité, mais qui ne sont pas quand même infimes au sein du conseil communal, arrivent à sortir comme ça de leur métier pour parler, ça voudra dire que lui-même, indirectement, il doit se reprocher des choses. C'est un bon signe que ce soit au début de son mandat qu'on assiste à ça, qu'ils ne prennent pas ces conseils comme des ennemis, mais plutôt des gens qui voudront bien l'aider à bien réussir sa gestion. Qu'ils veuillent prendre en compte leurs doléances, qu'ils veuillent les associer pour les écouter convenablement dans son bureau et discuter avec eux sur les sujets qui ne vont pas. S'il a des informations à leur donner, s'il a des clarifications à leur faire, qu'il le fasse. Et quand nous prenons aujourd'hui l'autre parti, c'est-à-dire l'Union progressiste, mais le maire a quand même la chance d'avoir des cadres en son sein qui peut exploiter correctement pour bien réussir la mission à elle assignée. Mais s'il ne voudra pas écouter les uns, il pense qu'il a eu la chance de devenir maire et veut diriger la commune avec assez de zèle. Ah, mais ce qui n'est pas bien, qu'il veut regarder dans le rétroviseur. Ces 2 prédécesseurs se retrouvent aujourd'hui en prison. Non pas parce qu'ils avaient commis des forfaits mais des impairs ailleurs, mais parce qu'ils avaient mal géré la même commune. Donc ça voudra dire qu'il gère une commune devant laquelle il y a un piège. Donc qu'il aille à l'école de la sagesse en faisant preuve d'un bon tempérament, en écoutant tout le monde et en faisant surtout preuve de la bonne gestion. Parce que tel que les choses évoluent maintenant, on peut prétendre croire que quelques jours à venir, on peut diligenter convenablement des audits au sein des communes, sur tout le territoire national. Mais si les auditeurs viennent, ils doivent écouter aussi la partie adverse. Or, la partie adverse aussi, ce sont les conseils BR. Donc, en tant que le numéro 1 de la commune d'Abomey-Calavi, il est le maire de tout le monde. Il n'est pas maire, il est maire 7 UP, mais le poste qu'il occupe lui impose à ce qu'il travaille, qu'il coopère avec tout le BR monde. ou FCBE ou tout. Que ce soit FCBE, UP, BR, bon, même si il n'y a pas un conseil FCBE à la mairie d'Abomey-Calavi, il y a seulement BR et puis UP, qui veut écouter tout le monde là pour qu'au soir de son mandat, on puisse l'applaudir. Alors, mais justement, il faut quand même que Arwandinou, donc, puisse combler les attentes, parce qu'il est arrivé à la tête de la mairie dans des contextes un peu difficiles et tendus, pendant que les populations attendaient beaucoup de Badaké, n'a pas su relever ce défi. Les populations de Calavi attendent beaucoup pour ce qui est du développement, au niveau des voies d'accès, au niveau des marchés, au niveau des écoles. Beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations, beaucoup donc de doléances de la part des populations. Et quand il est arrivé, sa jeunesse a fait que tout le monde était content. Même si son arrivée était un peu surprenant, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à un jeune de son rang.
Alors, mais le chef d'État également lui a fait confiance. Au niveau de son parti, on lui a fait confiance. Je crois quand même qu'il doit faire montre quand même d'une gestion beaucoup plus Orthodoxe. et participative. Si. On attend la version du maire, ce qu'on aura certainement d'ici à là, parce que si les autres sont allés, c'est normal que la communication au niveau du maire également prenne les dispositions pour expliquer ce qui se passe. Et nous l'attendons également sur nos antennes. Nous sommes ici à Calavi, après tout, Eden TV Diaspora FM. Alors, donc, on attend la version du maire, mais en attendant, il faut quand même qu'il puisse quand même associer tout le monde. C'est ça, c'est voilà. Et surtout c'est prendre ce à en quoi compte nous les on veut reproches se- les uns des autres. Je pense qu'à l'heure où nous parlons, ce qui importe dans la commune d'Abomey-Calavi, vous l'avez dit, et c'est de penser au développement. Ouais. Il y a des voies impraticables Tout dans à cette fait. commune. Il C'est- faut c'est- donc, donnons un exemple. Aujourd'hui, Mais avant faut qu'on donc- revienne sur il faut l'émission donc maintenant, réfectionner ces voies. on a traversé une rivière. Ça, là, Vous ça n'a pas avez été traversé facile. Ça, une c'est rivière grave. Sur une voie bitumée, une bitumée. voie Voilà. inter-État. Hein? Mais c'est grave. C'est très grave. Oui, Et c'est ça, pas là, bien. on observe tous les jours. Quand il y a une forte pluie, c'est impossible pratiquement et quand de traverser aisément la vous voie continuez à un peu hauteur maintenant, même si de la cette gestion, brasserie l'entretien qui est sur des la routes route. inter-État, ce n'est pas seulement à la mairie, ça, comme également à d'autres structures. Mais quand un peu avant la mairie, au niveau donc de certaines structures en face, bien sûr de la CEB, vous voyez Oui. l'état de la route à ce niveau-là, complètement dégradé. Et il y a de l'eau en permanence. Même aussi au niveau En de permanence. Ouadounou, pour la voie cyclable là, ce n'est pas facile pour les motocyclistes de passer. Voilà. Donc c'est compliqué. Donc c'est le lieu quand même d'appeler le maire Rwandinou, le DG des transports Jacques Ayadji et le tout le ministre reste, qu'ils veuillent rester qu'ils veuillent travailler en synergie pour satisfaire la population en termes des infrastructures routières. Et Merci. qu'on laisse tomber les querelles intempestives qui ne font La que querelle détruire politicienne, quand même voilà. les de conseils développement. communaux. Merci Hippolyte Dosso-Wanou. Merci à vous Arnaud Mouriagua. Merci aussi à toute l'équipe de réalisation. Oui, je rappelle que Forum de rédaction passe ce soir à partir de 18h sur la radio. 18h sur la radio, la 102.3, et puis à 21h vendredi sur les Eden TV, rediffusé lundi à partir de 17h15. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao.